Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du News Geek, qui sera une édition un peu spéciale, puisque c'est l'édition de reprise. Et bordel, y était temps. Donc du coup, au programme de cet épisode, on aura du troll, un énorme troll ce mois-ci, Mark Ruffalo qui fait encore de la merde, Yeah, Mark Ruffalo, Captain America alias Chris Evans, dont on n'aurait absolument pas compris le tweet, une énorme théorie en fin d'épisode sur Avengers 4. On aura également le retour d'un logiciel vraiment très attendu. Ou pas en fait, c'était pas forcément très attendu, mais c'est cool que ça revienne. Et non, c'est absolument pas MSN, désolé. Je vous casse tout de suite l'ambiance, mais c'est pas grave. On aura aussi deux nouvelles têtes au casting de The Witcher qui n'ont pas forcément fait l'unanimité. À la 2 qui s'est fait défoncer la gueule aux States, et surtout en fait Kev Adams qui se fait complètement taunt là-bas. On aura également le retour de quelque chose que les plus vieux connaissent, mais que les plus jeunes ne connaissent pas. Un indice, c'était diffusé sur M6. Je vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez dans l'épisode. Mais je pense que vous serez contents. On va parler également de James Gunn, qui part chez DC, et on va parler en fait de plein d'autres choses encore à côté. Je vous laisse regarder l'épisode, vous verrez. News Geek, c'est parti. On va commencer cet épisode avec Mark Ruffalo. Yeah, Mark Ruffalo, Mark Ruffalo qui a un énorme problème. Il est un peu comme Tom Holland, donc tous les deux ont la langue un peu trop bien pendue. Parce que par exemple, il y a un an, Mark Ruffalo, nous avait légèrement spoil la fin du film Avengers Infinity War avant même que le film ne sorte. Aucun intérêt donc à aller voir le film, puisque tout le monde en connaissait la fin. Bon, enfin bon, on a tous été le voir quand même. Sauf que cette fois-ci, Mark Ruffalo il a pas dévoilé la fin du prochain Avengers 4, mais le titre du film. Alors en fait, il n'a pas réellement dévoilé, puisque la séquence où il était avec Jimmy Fallon a été censurée. Donc en fait, ils ont foutu des gros bips de partout et ils ont foutu un carré noir sur sa bouche pour pas qu'on puisse lire, hein, parce qu'il y a des petits malins qui savent lire sur les lèvres. Mais voilà, dans le fond, il l'a quand même dévoilé. Et derrière, bon, c'est passé un peu pour du troll, il a tweeté en demandant à Jimmy Fallon de le censurer, et les frères Rousseau sont arrivés en disant que Mark Ruffalo était viré. Bien sûr, il n'est pas viré, hein, vous inquiétez pas pour ça, il est absolument pas viré. Mais bon voilà, dans un sens, il aurait quand même dévoilé ce nom, et ce nom du coup, ça serait The Last Avengers. Dans un sens, ça pourrait être logique. Si on voit la théorie que je vous expliquerai en fin de vidéo, ça pourrait paraître logique. Ça pourrait également paraître logique, puisque avec l'annonce du départ de Chris Evans, annonce qu'a priori on aurait tous mal compris, mais je vous expliquerai ça juste après, ce nom ferait complètement référence au tout premier film, Captain America, The First Avengers. Ainsi donc Captain America serait donc le premier Avengers, mais également le dernier. Et le nom The Last Avengers sonnerait comme étant effectivement la mort de Captain America. Du coup, personnellement, je sais pas trop comment prendre cette nouvelle, du coup je la prends pas. Et j'attends de voir. Comme ça, au moins on est sûr, on prend notre mal en patience, on est tranquille, ça sera annoncé quand ça sera annoncé, et je pense qu'on sera tous étonnés du nom de ce film. Voilà. Du coup, pour suivre avec cette première nouvelle, revenons-en à Chris Evans, qui avait tweeté un message que tout le monde aurait a priori mal compris. Ce message est le suivant. Je viens de terminer officiellement Avengers 4. C'était une journée très émouvante, c'est le moins que l'on puisse dire. Jouer ce rôle pendant 8 ans a été un honneur. À tout le monde, devant et derrière la caméra et au public, merci pour les souvenirs. Je vous suis éternellement reconnaissant. Alors que, mais ça, c'est un message que quand même tous les fans, moi y compris d'ailleurs, hein, on aurait tous très mal interprété. A priori, ça n'annonce ni son départ, ni la mort de Captain America. Alors au choix, soit il s'est fait taper sur la gueule par les frères Rousseau après cette diffusion, et dans ces cas-là, il décide de se rattraper, soit en fait on s'est tous plantés complètement et on a tous absolument pas compris. Il y a quand même eu plusieurs hypothèses après ça, dont deux que j'aime vraiment bien. La première, que j'adore particulièrement, dans le cas où Captain America meurt, hein, bien évidemment. Ça serait que, dans la suite, Bucky Barnes prenne la relève. Puisque dans les comics, il faut savoir que dans un certain univers,
à la mort de Captain America, Tony Stark donne le costume et le bouclier à Bucky Barnes. Personnellement, j'aime beaucoup cette théorie. La deuxième, c'est que dans un autre univers, il y a Sam Wilson, donc qui le faucon, qui reçoit des mains de Captain America vieillissant le costume et le bouclier. Bon alors du coup ça déformerait un petit peu cet univers-là, puisque Captain America serait mort. Mais dans un sens, pourquoi pas. Si ça se trouve, en fait, ils vont juste le faire vieillir, et puis voilà. On verra bien ce que ça donnera de toute manière, hein, puisque le film n'est pas encore sorti, on n'a quasiment aucune image du film, donc on verra bien. Mais personnellement, je préfère quand même la première. Malgré tout ça, a priori, on aurait vraiment mal compris donc ce fameux tweet. Du coup, Chris Evans, qui était présent à la Ace Comic Con de Chicago, a tenu à sortir un petit démenti. Démenti qui est le suivant. J'ai publié un message qui est passé pour un spoiler auprès de nombreuses personnes. Je me dois de préciser que, quelle que soit la fin d'Avengers 4, j'aurais tweeté ce même message. Le dernier jour de tournage était vraiment chargé en émotions. Il a été le paroxysme de presque 10 ans de tournage intensif et de 22 films. J'ai été submergé par l'émotion, bien plus que ce que j'imaginais. Et j'ai éprouvé l'envie d'exprimer ma gratitude. Je sais que mon message a fait des vagues, mais je n'y confirme ni n'infirme rien. Du coup, c'est des paroles qui cherchent un peu à nous rassurer sur le futur de Captain America et donc sur le départ ou non de Chris Evans. Soit c'est une tactique pour nous induire en erreur à nouveau, soit c'est la réalité et il nous ment pas. Dans tous les cas, on aura réponse le 24 avril 2019 avec la sortie du film. Et puis voilà. En tout cas, je vous invite, vous, à venir en commentaire, soit juste en dessous de la vidéo, pour venir en discuter de cette théorie. Ou même de toutes les autres théories que vous voulez. Parce que le débat, c'est important. Passons maintenant à James Gunn, qui a été évincé complètement de chez Disney Marvel, et qui donc fout les Gardiens de la Galaxie dans la merde. Bref. James Gunn, donc du coup, après s'être fait évincer, a été approché par DC Comics pour écrire le scénario d'un de leurs prochains films. Et ce prochain film n'est autre que Suicide Squad 2. Ouais, je crois qu'ils sont pas compris avec le premier, donc du coup ils ont décidé de prendre quelqu'un d'autre pour le faire. Et je pense que James Gunn pourrait carrément relancer cette licence après un premier flop. Du coup normalement à la base ça devait être Gavin O'Connor qui était aux commandes du scénario. Sauf que Gavin O'Connor en fait il s'est fait évincer complètement de chez DC sans aucune raison, on en connaît absolument pas la raison. Mais du coup voilà, il s'est fait évincer. Derrière cette information qui n'est absolument pas officielle, c'est absolument pas officiel que James Gunn participe écrira le scénario de Suicide Squad 2. Mais Dave Bautista, lui, il a quand même... Dave Bautista qui a toujours soutenu James Gunn, faut le savoir. Eh ben, il a balancé un petit tweet pour dire on signe où. En gros, le mec est complètement partant pour participer à Suicide Squad 2. Donc du coup, si tout ça se confirme, il y a peut-être des chances que Dave Bautista, alias Drax, quitte Marvel pour aller chez DC. Est-ce que ça ferait du tort à Marvel ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ça aiderait pas mal DC. Poursuivons avec Alad 2, dont je vous parlais tout à l'heure. En plus de ne pas faire l'unanimité en France, et ben en fait, au States, il fait l'unanimité, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il y a eu un journaliste du Hollywood Reporter qui a fait un petit article où, en gros, Kev Adams et le film se font taunt méchamment. Mais genre, vraiment méchamment. Pour faire simple, pour citer un petit morceau de l'article, le mec dit que les 22 millions d'euros du projet auraient été mieux fait d'être donnés à une classe de maternelle qui aurait fait un meilleur film que donné à Kev Adams. Ça pique un petit peu. Mais bon. Il poursuit aussi avec le fait que, donc c'est une note un peu plus positive, que le nombre de blagues sexistes ont été réduites dans ce deuxième film. Mais que ça reste toujours de l'humour infantile. C'est le fameux humour du biscuitard. Après, c'est un peu la marque de fabrique de Kev Adams, vous me direz. Mais bon. Il a quand même terminé son article en taclant un peu beaucoup Kev Adams. Il a taclé ainsi. Au mieux, il est sympathique dans le genre marionnette aux cheveux tartinés de gel, ce qui semble être sa marque de fabrique et sa raison d'être, surtout auprès de la jeunesse française. Il est aussi capable de chanter et danser, ou du moins, il essaye de le faire pendant la longue séquence de clôture du film où il interprète une chanson de R&B avec Tal. Personnellement, à sa place, je l'aurais pas très bien pris. Après, en soi, il a quand même le mérite d'essayer de chanter et danser alors qu'il n'est ni chanteur ni danseur. Personnellement, les blagues de Kev Adams ne me font pas rire. A priori, ça ne fait pas rire les Américains non plus. Et il y a pas mal de monde en France chez qui ça ne fait pas rire non plus. Maintenant, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas,
Venez en commentaire, on va en discuter, et puis voilà. Moi j'aimerais bien entendre vos avis, savoir si vous ça vous fait rire, si ça vous a absolument pas fait rire, si l'humour Kev Adams vous en avez ras le cul, ou si au contraire vous adorez son humour, enfin bref. Venez en commentaire, on en débattra, parce que c'est cool. Alors on va poursuivre avec une nouvelle qui avait mis tout le monde d'accord ou pas en fait. Enfin, il y a une certaine partie de personnes qui est complètement d'accord et l'autre qui ne l'est pas du tout. À nouveau, hein, les couleurs ça ne se discute pas. Avec du coup l'annonce qui avait été faite des deux actrices prenant le rôle de Ciri et de Yennefer. Alors, Yennefer, a priori, elle fait absolument pas l'unanimité. Enfin, elle sera jouée par Anya Chalotra et elle fait absolument pas l'unanimité. Personnellement, je trouve que l'actrice pourrait bien passer dans le rôle. Par contre, celle qui va jouer Ciri, qui se nomme Freya Allan, je la trouve trop jeune en fait, pour jouer le rôle de Ciri. Enfin, je sais pas, de visage, je la trouve vraiment trop jeune. Bon, après, effectivement, il y aura le maquillage qui fera que, mais de visage comme ça, je trouve qu'elle fait vraiment trop jeune. Mais du coup, bizarrement, les gens, eux, sont d'accord avec le fait que ce soit Freya Allan qui joue Ciri. Comme quoi, les goûts et les couleurs, voilà. La showrunner de la série a annoncé un début de diffusion en 2020 avec 8 épisodes. Alors 8 épisodes, ça peut paraître très peu, effectivement, mais de ce qu'elle disait, ils préfèrent privilégier la qualité à la quantité. Et je suis relativement d'accord avec ça. Même complètement d'accord. Toujours privilégier la qualité avant la quantité. C'est toujours mieux. Du coup, on va espérer qu'une date se confirme un peu plus. Parce que 2020, c'est vague. Hein, il y a quand même 365 jours dans une année, donc 2020, c'est un petit peu large. Du coup, on va attendre qu'une première date se profile à l'horizon, et puis on en reparlera à ce moment-là. Passons à une nouvelle qui me remplit de joie. Mais genre, vraiment. Après être passé sur Dailymotion, puis sur France 4, et avoir été adapté en roman et en BD, le Visiteur du Futur passera au cinéma. Voilà, c'est officiel, c'est annoncé par François Descraques, c'est trop bien. Voilà. Donc du coup, actuellement, le film sera donc écrit par François, bien évidemment, hein. Ça sera produit par Pyramide Productions, et à l'heure actuelle, c'est encore en cours de recherche de financement. Du coup, on va quand même espérer que ça aboutisse, ce projet. Mais cette nouvelle, quand j'ai vu cette image, mais cette belle image que je vous mets là devant, je n'étais que joie. J'ai vu ça, je n'étais que joie. J'ai sauté sur place. Le Visiteur du Futur au cinéma. Ma. Je ne suis que joie. Et vous, vous êtes joie aussi? Venons, on fait la fête ensemble. Dans le sommaire, du coup, je vous avais aussi parlé du retour d'un logiciel relativement connu. Alors, relativement connu, je parle de relativement parce que c'est connu par la génération fin 90, début 2000. Que si vous êtes après, vous n'avez pas connu. Si vous êtes avant, vous avez obligatoirement connu aussi. Hein, ce logiciel, du coup, ce n'est pas MSN. Bon, désolé. Hein. C'était un logiciel qui est mort, entre guillemets, après son rachat à AOL par la société Radionomie. Donc ça a été fait en 2014. Et depuis, en fait, on n'en avait plus entendu parler. Et ce logiciel fait son grand retour aussi bien sur PC, iOS et Android. Et ce logiciel, ce n'est autre que Winamp. Et ouais, le logiciel Winamp fait donc son retour. Avec du coup une application qui nous permettra d'accéder directement à des radios en ligne, des podcasts, mais aussi de regrouper nos différents services de streaming, ce qui est relativement pratique. Parce que passer de Spotify à YouTube pour aller sur ensuite autre chose, au bout d'un moment, ça casse les couilles. Et du coup, Winamp va tout regrouper en un seul morceau, tous nos comptes il les regroupera en une seule application, et on sera tranquille. Personnellement, je trouve ça trop cool. Et du coup, cette application elle sortira dans le courant de l'année 2019. Pas encore de date précise à l'heure actuelle, mais on sait que ce sera pour l'année prochaine. C'est cool! Winamp il est de retour. Il n'y a plus qu'à espérer qu'une seule chose, c'est que ce soit autant personnalisable que ça l'était à l'époque. Parce que ça, franchement, c'était top. Du coup, je vais quand même vous laisser un petit sondage là-haut, où vous pouvez voter pour me dire si vous êtes content de cette nouvelle, ou si en fait vous vous en battez juste les couilles. Voilà. Moi, personnellement, je suis vraiment content que Winamp revienne. Mais complètement. On va poursuivre avec de la technique nouvelle génération, avec une caméra qui est capable de filmer en slow motion à 10 000 milliards d'images
par seconde. 10 000 milliards d'images par seconde. C'est énorme. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est juste énorme. Alors à quoi ça va servir? Bah à vous comme à moi, à absolument rien. Mais genre vraiment, ça va nous servir à que dalle. En revanche, pour les scientifiques de l'université de Québec et de Caltech, ça va leur servir pour pouvoir filmer de la lumière. Une lumière qui est en mouvement. En soi, de base dit comme ça ne sert absolument à rien. Mais je vous rappelle quand même que la lumière se déplace à une vitesse de 299 792 458 mètres par seconde. Ouais, c'est énorme. Du coup, une caméra qui filme 10 000 milliards d'images par seconde, bah c'est encore à peine suffisant. Mais ça permet déjà une énorme avancée technologique. Sachant que le mec annonce qu'il pourra quand même aller encore plus loin que ça. Du coup, ben, dans l'analyse de l'interaction entre la lumière et la matière, bah c'est une énorme avancée technologique. Enfin, on va vraiment pouvoir aller encore plus loin et mieux comprendre la lumière que ce qu'on la comprend à l'heure actuelle. Après Winamp, qui fait donc son grand retour, il y a un autre truc qui fait aussi son grand comeback. Alors c'est pas un logiciel, c'est une émission qui était diffusée à l'époque sur M6, et que les plus vieux ont connu, mais que les plus jeunes du coup ne connaissent pas après son arrêt. Cette émission, c'était la trilogie du samedi. Alors la trilogie du samedi, c'était donc une émission qui regroupait 3 séries différentes, comme par exemple il y a eu X-Files, il y a eu Charmed, il y a eu Stargate aussi à une époque, il y a eu The Sentinel, le Caméléon par exemple, et qui était donc diffusé le samedi soir sur M6. Et ben maintenant, ça fait son retour, sauf que ça s'appellera pas la trilogie du samedi, et ça sera pas sur M6. What the fuck, me direz-vous? Bah oui, mais non, pas complètement. En fait, du coup, ça sera diffusé le mardi, et ça sera sur Sister. Sister, qui est, je le rappelle, une chaîne TNT du groupe M6. Jusque-là, ça paraît logique. Du coup, à partir du 6 novembre, donc c'est là, hein, d'ici quelques jours, ça arrive, à partir du 6 novembre, à 21 h, sur M6, il y aura donc la trilogie du mardi, appelons-le ainsi, avec, pour le départ, la saison 7 inédite de Once Upon a Time, la saison 1 inédite également de la série Sirène, et la saison 12 inédite toujours de Supernatural. Du coup, ben, on dirait qu'il faut bien vivre avec son temps, me direz-vous, mais je vous avoue quand même que le Caméléon et The Sentinel, il me manque un peu quand même. J'aimais beaucoup ces deux séries, j'adore X-Files également, hein, bien évidemment. En fait, j'adorais toutes les séries qui étaient diffusées sur la trilogie du samedi. Bon là, par contre, la trilogie du mardi, peut-être un petit peu moins. J'aime bien Once Upon a Time, mais bon, pour le reste, Supernatural, je trouve ça un peu bof. Et Sirène, je ne le connais absolument pas, puisque c'est une nouvelle série. Bah, on va continuer avec les bonnes nouvelles, parce que celle-ci, elle est vraiment excellente. En fait, il y a pas mal de bonnes nouvelles ce mois-ci quand même, hein, quand on y regarde bien. Il y a vraiment eu des trucs cool. Mais celle-ci, elle va vraiment vous ravir si vous n'étiez pas encore au courant. À partir du 1er novembre, soit oui, dans quelques jours, Netflix va ajouter à son catalogue 8 nouveaux films. 8 nouveaux films qui vont ravir tout le monde. Pourquoi? Parce que ces 8 nouveaux films, ce n'est rien d'autre que la saga complète des Harry Potter. Du coup, ben, si vous vous faites chier chez vous, à partir du 1er novembre, vous allez pouvoir vous refaire l'intégralité des Harry Potter. Joie, joie, joie. On va quitter les bonnes nouvelles, mais c'est pas une bonne mauvaise nouvelle non plus, puisque de toute manière, c'est juste pour la déconne. Avec ce gros troll de Elon Musk. Lors d'un crash serveur Fortnite, Elon Musk, il a rien trouvé de mieux que de créer une fausse affiche de presse et de la tweeter. Oui, le mec, il est comme ça. Dans cette image, en gros, Elon Musk, ce qu'il dit, c'est qu'il a racheté Fortnite et qu'il a juste complètement coupé les serveurs. Et qu'il l'aurait fait pour une seule et bonne raison. Protéger les joueurs de Fortnite contre la virginité éternelle. Cet homme est un saint homme. Si vous avez du popcorn et énormément de temps, allez voir son tweet et allez voir toutes les réponses qu'il y a eu en dessous. C'est juste à mourir de rire. Si vous savez parler un minimum anglais, franchement, vous allez mais juste déconner. Mais en même temps, il l'a cherché. Et dès la base, de toute manière, ça se voyait que c'était un troll. Enfin, peut-être qu'en 30 secondes, ça se voyait que c'était de la déconnade. Mais bon, son tweet était quand même particulièrement drôle parce qu'en fait, il a juste écrit « Il fallait que quelqu'un le fasse ». Personnellement, moi, je trouve ça vraiment très drôle. Bon, enfin bon. Il y a certains qui n'ont pas trop aimé la blague et qui lui en foutent plein la gueule. Mais bon. Chacun son humour, me direz-vous. J'aime pas l'humour de Kev Adams, j'aime bien celui d'Elon Musk. Voilà. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, hein, vous voyez. On va maintenant passer à un détrônage en règle
et donc un nouvel homme à abattre. Disons que sur Tetris, Joas Neubauer a été 7 fois champion, et ben il y a pas longtemps en fait il s'est fait détrôner. Et il s'est pas fait détrôner par n'importe qui, hein. Non. Il s'est fait détrôner par Joseph Saeli. Joseph Saeli qui n'est qu'un gamin de 16 ans. Voilà, alors clairement, le mec à la base il était juste venu pour participer au championnat et se qualifier, mais genre en mode lambda random. Bah au final il est reparti avec 1000$, pas énorme vous me direz, mais également avec le titre de champion de Tetris. Sur le papier, on fout, mais en soi, ça pète la classe quand même. Alors seulement je suis un gros joueur de Tetris, et en soi franchement ça pète la classe. Franchement je vous mettrai sa chaîne juste en haut en fiche. Cliquez sur le lien, vous allez voir sa chaîne, et franchement vous regarderez, mais genre le mec sur Tetris, mais c'est un taré. C'est juste un putain de malade mental. Mais complètement, mais quand je dis un malade mental, c'est pas péjoratif, non, ce mec est juste un pur génie pour jouer à ce jeu, mais complètement, enfin je vous laisserai aller voir, vous verrez, mais voilà. Clairement, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, et ce mec m'a juste complètement coupé le souffle, hein. Il m'a scié en deux. Du coup, comme je vous le disais, on va terminer cet épisode par une nouvelle qui personnellement me fait vraiment plaisir en fait. Alors la théorie elle ne me fait pas plaisir, mais la nouvelle qu'on a eue me fait quand même plaisir. Puisque, alors qu'on attend encore le nom du film d'Avengers 4, hein, faut bien s'en souvenir, on en parlait en début d'épisode, et ce nom du coup ça serait The Last Avengers. Dans un sens ça pourrait être logique. Il y a une nouvelle rumeur qui a fait son apparition. Rumeur qui ferait dire que Pepper Potts, donc la nana d'Iron Man, hein, la nana de Tony Stark, serait dans Avengers 4. Et cette théorie, elle vient d'être un petit peu confirmée par une photo où on aperçoit Gwyneth Paltrow dans ce qui ressemble à une armure, qui pourrait être une armure créée par Stark. Clairement, moi cette armure, je la trouve vraiment très belle. Gwyneth Paltrow, elle est encore plus charmante dedans qu'elle ne l'est habituellement. Et bah j'aimerais bien qu'elle soit quand même vraiment dans ce film, dans cette armure-là. Personnellement, je la trouve vraiment très belle. Du coup, comme je vous l'avais dit en début d'épisode, on va donc terminer cette vidéo par une théorie. Une très grosse théorie. Si on voit la théorie que je vous expliquerai en fin de vidéo, ça pourrait paraître logique. Donc c'est une théorie qui a été faite par LiterallyMeURL sur Reddit. Je vous mettrai le lien en description de la théorie parce qu'elle est quand même énorme. Et qu'on pourrait très rapidement s'y perdre. Pour commencer, on va en revenir à l'un des moments clés du film Infinity War. Ce moment, c'est le plongeon dans les futurs du Docteur Strange, en quête d'une possible victoire. Du coup, c'est de là que va partir la théorie de ce Redditeur. Seulement, du coup, le gars, il débute par le fait que sur les 14 millions de futurs entrevus par Strange, il n'y en a qu'une seule, qui était donc la bonne. D'après lui, ça serait le fait que Thanos mette la main sur la pierre de l'âme. Bah, pourquoi la pierre de l'âme, spécifiquement parlant? Eh ben, dans le fond, c'est tout bête. Parce que la pierre de l'âme, pour l'avoir, eh ben, il faut souffrir. C'est essentiel pour pouvoir l'obtenir, c'est même pas essentiel, en fait, c'est obligatoire pour pouvoir l'avoir. Et c'est quand même la pierre qui, au final, lui donne l'immortalité tant désirée. Alors du coup, je vais vous lire un petit peu ce qu'il avait écrit. Comme l'a indiqué Crâne Rouge sur Vormir, l'âme occupe une place à part parmi les pierres d'infinité. On pourrait dire qu'il émane d'elle une certaine sagesse. Une distinction qui est donc annoncée qui éloigne la pierre de l'âme des standards des autres pierres. Ainsi, comme expliqué dans cette théorie, le contrôle autour de la pierre ne s'effectue pas par sa simple possession, mais par le sacrifice nécessaire pour l'obtenir. La pierre de l'âme est l'artefact qui va donc rendre Thanos invincible. Pour parvenir à le vaincre, les Avengers n'auront donc d'autre choix que de lui ôter cette fameuse pierre, ce qui jusque-là paraît logique. Mais comment faire pour lui retirer? Eh bien selon LiterallyMeURL du coup, c'est en faisant regretter à Thanos ses actions, et en lui offrant la possibilité de se rattraper. Mais du coup, comment lui faire regretter? Et c'est en là que ça devient complètement tordu. Du coup, sur Reddit, il s'est amusé à nous décrire, étape par étape, comment les Avengers vont devoir faire pour lui faire regretter son erreur, et réparer les conneries qu'il avait fait. Du coup, dans un premier temps, le film débuterait sur Scott Lang, alias Ant-Man, sortant du champ quantique dans lequel il se trouve à la fin du film Ant-Man et la Guêpe, via un vortex temporel. Problème, il débarque 5 ans après le fameux claquement de doigts de Thanos. Un peu la merde. Le monde est son dessus-dessous, et Lang va se mettre en quête de Tony, sa fille restant introuvable. Donc il le trouvera à la tête du Shield, Nick Fury
ne faisant plus partie de ce monde après le fameux claquement de doigts. Et comme dans Captain America, le public retrouvera un Tony marqué par le chagrin, utilisant le variateur optionnel de mémoire intégré #le vomi pour revivre la scène de Titan et tenter de trouver une faille pour vaincre Thanos. Toutefois, la fille d'Ant-Man, Cassie, va finalement être retrouvée et cette réunion père-fille va faire naître une idée, celle d'utiliser le chagrin de Thanos. Ça paraît logique jusque-là. Au final, la théorie, elle se tient complètement. Parce que pour rappel, lorsque Mantis tente de l'apaiser, elle va le décrire comme angoissé et en pleurs, jusqu'à ce que Quill, qui apprend le décès de Gamora, lui démonte la gueule. Enfin, cherche à lui démonter la gueule avant de se faire démonter lui-même. Durant ce laps de temps, le tunnel quantique, laissé à l'abandon sur un parking, a été sécurisé par Stark. Lang, qui s'est désormais habitué à ce monde obscur et parvient à le maîtriser en partie, fera tout pour sauver la donne. Le duo commencera donc en retrouvant Nebula, puis en se servant du vomi, pour trouver une manière d'utiliser les remords de Thanos contre lui. Le petit groupe, accompagné des survivants, se servirait donc de la machine utilisée par Hank Pym pour passer dans le champ quantique et parvenir à remonter le temps via un des vortex utilisé plus tôt dans le film par Ant-Man. Ça se tient toujours. Par ailleurs, si on rajoute également une théorie imaginée par le site Écran Large, Captain Marvel serait bloqué dans une autre dimension qu'on appelle la zone négative dans les comics. Pareil, ça se tient. Pourquoi? Parce que ça serait également pour cette raison que l'héroïne serait restée muette aux événements passés, comme la bataille de New York par exemple. Jusque-là, c'est logique. Donc une fois Captain Marvel secourue, Tony et ses acolytes voyageraient dans le passé jusqu'à la bataille de New York, vue dans Avengers, pour y dénicher Thanos, puisque dans leur présent à eux, Thanos est retranché sur une planète inconnue, et donc inatteignable. Le voyage dans le temps est donc le seul moyen pour la fine équipe de lui mettre le grappin dessus. Jusque-là, on se tient toujours. Une avance rapide plus tard, Vomi est utilisé sur Thanos, ce dernier a des remords et décide de ne pas mettre son plan initial à exécution. Nebula en profite pour mettre la main sur le gant et se venger. Bah oui, puisque elle sait que son père l'a quand même... Enfin, son père adoptif l'a quand même tué, donc même si au final elle n'est pas morte, puisqu'ils sont retournés dans le temps, elle a quand même envie de lui défoncer sa gueule. Du coup, une bataille épique éclate, et le seul moyen de s'en sortir est de prendre le contrôle de la pierre de l'âme. Pierre de l'âme qui est toujours du coup sur Vormir, forcément. Donc Captain et Tony devront donc jouer des coudes pour savoir qui se sacrifiera pour que l'autre puisse s'en approprier le pouvoir. Soit Captain tue Stark, soit Stark tue Captain, dans les deux cas, l'un des deux meurt, pour que l'autre puisse utiliser la pierre. Ainsi, on en arrive à cette fin selon laquelle Captain America et Iron Man sont morts, la galaxie est sauvée et une nouvelle ère peut commencer. C'est donc sur cette fin un peu tragique que se termine cet épisode spécial reprise. Il était temps, vraiment, bordel. Du coup, j'espère que ce format un petit peu spécial, ça vous a plu, puisqu'on n'a pas parlé de films, on n'a pas parlé de jeux vidéo, on a parlé effectivement que de news. Du coup, j'espère que ce petit format vous a plu. Moi, personnellement, ça m'a bien plu de le faire. Et on reprendra donc le format plus normal à partir de dimanche pro. En attendant, vous pouvez laisser un pouce bleu, parce que ça permet de mieux référencer les vidéos, ça permet de mieux référencer la chaîne, enfin ça permet vraiment de bien aider les rédacs. Je vous invite également à venir en commentaire, hein, n'hésitez surtout pas à venir en commentaire pour qu'on puisse discuter ensemble, parce que moi débattre, j'adore ça, et j'adorerais pouvoir débattre avec vous, enfin franchement ça serait un énorme plaisir. Je vous invite également à partager cette vidéo si elle vous a vraiment plu et que vous voulez du coup la partager aux gens que vous connaissez, qui pourront eux aussi venir en commentaire, débattre, ça me ferait énormément plaisir. Et vous pouvez également aller voir une vidéo dont je vous fous une fiche là-haut. C'est la vidéo des récaps, donc la dernière vidéo des récaps que j'ai faite, où je vous lance un petit défi. Ouais, je vous mets au défi. Vous irez voir, vous comprendrez. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, un bon Halloween, c'était Nico pour le News Geek, à dimanche prochain.